Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les numéros de magie les plus emblématiques de tous les temps, des illusions de scènes célèbres avec de charmantes assistantes, jusqu'à l'acte défiant la gravité de Darcy Hawkes. En bonus, nous verrons l'illusion impossible de Dynamo avec des lacets, des magiciens contrôlant Howie et une lecture de pensée dans Foulus. Sans plus attendre, commençons. L'illusion parodique du magicien masqué. Récapitulons ce qui s'est passé pendant la représentation. Au début de son tour, Danny Larry ouvre les portes avant et arrière d'une armoire forte posée sur une plateforme. Puis il sort par l'avant, passe par l'arrière et verrouille les deux portes de l'armoire forte. En ouvrant la porte de l'armoire forte, une femme apparaît comme par magie. Ensuite, l'armoire forte est retournée et le magicien met une robe, des gants et un masque. Il fait ensuite rentrer la dame dans l'armoire forte. Ensuite, il la transforme en une réplique de lui-même pendant qu'il se tient à l'extérieur de l'armoire forte, vêtu de la robe et du masque. Par la suite, il couvre son double masqué, habillé de la robe, avec une couverture magique, et demande à ses assistants de le frapper avec des bâtons. Étonnamment, le double du magicien disparaît. Comment a-t-il fait son tour ? Voici l'explication. Danny porte exprès le masque, les gants et la robe pour tromper le public. Il a voulu tromper les spectateurs en faisant croire à l'apparition de son clone par magie, alors qu'une autre personne portait le même costume et masque. Au début de sa performance, lorsqu'il s'est habillé avec la robe et le masque, l'échange n'avait pas encore eu lieu. Il semble qu'une mise en place ait été faite avec le coffre-fort et la plateforme. Un homme en robe et masque de magicien se cachait à la base de la plateforme. L'homme caché à la base sort et se dissimule derrière la plateforme quand l'illusionniste ferme la porte de la garde-robe. On voit alors la plateforme bouger et la boîte de la garde-robe trembler. L'échange se fait quand le magicien va derrière le coffre pendant que la porte avant est verrouillée. On voit alors le magicien entrer dans le coffre selon la position de son corps. Cependant, l'illusionniste masqué apparaît immédiatement sur le côté gauche de l'armoire forte. En observant après son entrée dans le coffre, on aperçoit le bord de sa robe à droite de l'armoire. En un instant, le bord du manteau disparaît et la main d'un homme debout apparaît à droite du coffre. Il s'avère que cette main n'appartient pas au magicien, mais plutôt à l'homme doublure, habillé de façon similaire au magicien. Il se cachait initialement sous la plateforme comme mentionné précédemment, mais il est sorti au moment où le magicien s'est caché derrière la garde-robe sur le côté droit. Le magicien ne pouvait pas entrer dans la cachette sous la plateforme, faute de place pour deux personnes. Il devait donc attendre que son double quitte la cachette avant d'y entrer lui-même. Le double du magicien s'est dissimulé à gauche du compartiment. Cela lui a permis de se cacher facilement derrière la porte de l'armoire du côté gauche, là où nous avons remarqué sa main. En revanche, l'illusionniste lui-même s'est caché du côté droit derrière l'armoire. Ainsi, il a pu facilement se cacher à droite du compartiment après la sortie de son double. Cela explique également pourquoi l'extrémité de la robe du magicien a été vue à l'extrémité droite du coffre-fort et qu'une main a été aperçue de l'autre côté du coffre-fort. Après l'échange réussi, une femme entre dans le coffre-fort. Le double du magicien verrouille le coffre-fort, puis se place à plusieurs mètres de la garde-robe. Après être entrée dans le coffre-fort, la femme rejoint le compartiment caché sous la plateforme avec le véritable illusionniste. Plus tard, le magicien sort de sous la plateforme, entre dans le coffre-fort et retire sa robe et son masque. Par la suite, il retire la plateforme pour se révéler, tandis que la femme reste cachée sous la plateforme. Lorsque le double du magicien est recouvert d'une cape, c'est fait exprès afin de préparer une mise en scène. La cape intègre un fil métallique tenu aux extrémités par les assistantes, donnant l'illusion d'une présence à l'intérieur. Le double du magicien s'est caché sous la plateforme, couvert par la cape, où étaient aussi la femme et le vrai magicien. La cape était placée devant la plateforme pour permettre au double du magicien d'entrer discrètement dans le compartiment caché. Ainsi, quand les assistantes frappent le double du magicien avec un bâton, elles touchent seulement la cape. La lévitation impossible de Darcy Hawkes. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Il invite Howie et Doug, un spectateur, sur scène pour débuter sa performance. Lorsque les deux hommes le rejoignent sur scène, le magicien leur demande de s'asseoir sur deux plateformes opposées, dos à dos. Une fois qu'ils sont assis, il leur demande de s'allonger sur le dos. Ensuite, Darcy place une planche à environ 1 mètre au-dessus des hommes et leur demande de la saisir et de la tenir bien haut ensemble. L'illusionniste invite ensuite Heidi sur scène, lui demande de rester immobile et de tomber en arrière dans ses bras.
Quand elle tombe en arrière dans ses bras, le magicien et son assistant placent la juge sur la planche tenue en l'air. L'illusionniste enlève la planche et demande aux deux hommes de lui soulever talons et épaules. Ensuite, elle demande à Howie de lâcher sa main gauche et de soulever les talons de Heidi avec son autre main. Il demande aussi à Doug de lâcher sa main gauche et de lever son épaule avec l'autre main. Peu après, Darcy retire la main du juge masculin sous les talons de la juge féminine et fait léviter ses jambes. Ensuite, le magicien demande à Doug de baisser les mains, et Heidi flotte alors dans les airs sans support visible. Ensuite, le magicien demande aux deux hommes de la soulever à nouveau avec leurs mains, et lorsqu'ils le font, il la saisit et la repose sur ses pieds. Comment le magicien a-t-il fait son illusion ? Voici comment il a fait. La première chose que nous avons remarquée, c'est que quelques instants avant que Heidi ne soit placée sur la planche, Howie tient les deux extrémités de la planche avec ses mains. Cependant, Doug, le volontaire tiré au sort, tient la planche d'une main sur le côté, l'autre main étant en dessous. Notre deuxième observation concerne le corps de Heidi lorsqu'elle est soulevée. Le milieu de son corps, le long de la colonne vertébrale, ne se plie pas comme le ferait normalement un corps humain dans une telle situation. Pour une raison inconnue, elle garde le haut du corps droit et rigide. De plus, l'assistant de Darcy a ses mains sous ses fesses, ce qui devrait normalement plier son corps, mais ce n'était pas le cas. Nous constatons que les mains du magicien sous ses omoplates n'ont pas courbé son corps comme attendu. La troisième observation que nous avons faite concerne le moment où ce spectateur choisi au hasard lève la main. Sa main gauche semble suspecte car c'est la première main qu'il lève en l'air pour recevoir la planche de l'illusionniste. La main gauche de Doug, légèrement recourbée vers l'arrière de la scène, semble dissimuler quelque chose d'invisible. Sa main droite est ouverte, prête à saisir la planche. Quand il prend la planche de la main droite, sa main gauche est tournée vers le public pour saisir l'autre extrémité. Au lieu de saisir la planche, sa main gauche la soutient en dessous et tient un objet. De plus, à ce moment-là, sa main gauche a eu un mouvement brusque, ce qui confirme notre affirmation précédente selon laquelle il tient un objet invisible avec celle-ci. Notre quatrième observation a été faite au moment où Heidi a lévité dans les airs. Avant de s'envoler, Darcy a dit à Howie de lâcher ses talons, mais pas à Doug de lâcher ses épaules. Lorsque le juge masculin lâche ses talons et qu'elle flotte dans les airs, on peut voir la main gauche du volontaire du public la soutenir. Mais lorsqu'il a retiré sa main gauche de sous son épaule, nous avons remarqué une lumière en spirale faisant face au juge depuis la scène. Doug ne baisse son bras gauche que lorsque la lumière est allumée. L'angle de la caméra est changé pour dissimuler le mouvement de sa main gauche. Lorsque la lumière s'allume, elle est projetée sous le juge flottant. Pour renforcer l'illusion, le magicien glisse son bras sous son dos. Pour entrer dans les détails complets de la réalité du tour, la volontaire a été choisie dans le public et Heidi était complice du tour. La plateforme où Doug était allongé a une tige de soutien en plexiglas. Le plexiglas, un plastique très résistant, nécessite environ 10 000 psy pour se briser. La tige, d'abord horizontale sur la plateforme, doit être relevée manuellement en position verticale. Au début, rien ne semblait suspect quand Howie et Doug étaient allongés sur les plateformes. Mais lorsque le volontaire lève la main gauche, il soulève la tige en plexiglas le long de son bras et la place à côté de la planche. Cela explique pourquoi sa main gauche était en forme de coupe et qu'il ne pouvait pas la retirer de sous la planche, car elle tenait la tige en plexiglas. De plus, il s'avère que la juge porte un harnais qui est une planche métallique. Cette plaque métallique a en dessous une extension cylindrique creuse où s'insère l'extrémité du plexiglas. L'extension creuse se trouve sous l'épaule droite de Heidi. Ils n'ont pas pu la placer sous son dos à cause de la planche en bois. Nous avons aussi remarqué que Darcy se concentrait sur l'insertion de la tige dans l'extension creuse lorsqu'il l'a placée sur la planche. On voit l'illusionniste examiner la juge avant de la placer sur la planche. Une fois qu'ils ont réussi à placer la juge dans la position prévue, la planche a été retirée car elle ne supportait jamais son poids. Maintenant, nous savons comment Heidi a flotté dans les airs. Mais comment le magicien peut-il passer sa main sous son corps si une tige en plexiglas a vraiment été utilisée pour la suspendre dans les airs ? Était-ce un effet numérique ou un montage ? Eh bien, il n'y avait ni effet numérique ni montage vidéo impliqué ça. En réalité, le bras du magicien était toujours éloigné du verre. Il fait simplement un mouvement de la main dans l'air et évite de toucher la tige. Concernant le fait que le plexiglas ne soit pas visible pendant toute la performance du magicien, la lumière en spirale brillante est utilisée pour s'assurer qu'il reste invisible. Plusieurs magiciens utilisent la lumière en spirale pour cacher des objets sur scène.
La lumière vive sur l'arrière du jean de Darcy crée une ombre et fait disparaître le plexiglas. Ainsi, le public ne peut pas le voir car il est trop éloigné et ne sait pas quoi chercher puisqu'il ne savait pas qu'un plexiglas était utilisé. Comme dit plus tôt, Doug n'a pas baissé son bras avant l'allumage de la lumière. Quand la lumière s'allume, elle se reflète sur les cheveux de Heidi alors que le volontaire baisse la main. La lumière a d'abord été allumée, puis son bras a baissé pour cacher la tige de verre. Mais sa main gauche a été utilisée comme cache pour dissimuler la tige lorsque la lumière n'était pas allumée. Le toucher hypnotique de David et Lehman. Récapitulons les faits de la performance. Les magiciens invitent Howie sur scène pour débuter ce numéro de magie. Sur cette scène, ils pratiquent la phrénologie par pression, ce qui signifie qu'ils peuvent faire certaines choses aux gens en posant leurs mains sur leur crâne. Lehman a utilisé ce tour pour empêcher le juge de lire les mots en appuyant sur son crâne. David présente ensuite 3 cartes portant chacune un nom différent. Il présente chaque carte au public et au juge avant de les montrer à Howie, qui peuvent lire les mots. Mais lorsqu'il montre les mêmes mots au juge dont Lehman presse le crâne, il n'arrive pas à les lire correctement. Fait fascinant, le juge lit les mots sur les cartes lorsque le magicien relâche la pression sur sa tête. Comment ont-ils réalisé leur tour ? Voici une explication. Après la performance, on pourrait penser que Howie avait un handicap visuel car il ne lisait pas les mots sur les cartes. En faisant des recherches sur les antécédents de Howie, nous avons découvert que le juge est en fait daltonien. Si ce tour implique réellement l'utilisation du handicap de Howie, nous devons d'abord comprendre comment les personnes daltoniennes perçoivent le monde. Bien que l'on puisse penser que le daltonisme fait voir une personne en noir et blanc, ce n'est pas le cas. Ils peuvent voir les couleurs, mais leur perception des couleurs est limitée. Les couleurs qui sont proches les unes des autres et qui ne sont pas très vives sont celles que les personnes daltoniennes n'arrivent pas à distinguer. Par exemple, une personne avec une vision normale distinguerait 3 pommes de couleurs différentes. Cependant, une personne daltonienne aurait du mal à distinguer ces 3 couleurs. De même, une personne daltonienne rouge-vert ne verra pas le nombre 45 en rouge sur un fond à motif vert. Au lieu de cela, l'image apparaîtrait à la personne comme si le nombre 45 était coloré en vert et écrit sur un fond à motif vert. Nous comprenons maintenant le daltonisme et nous souvenons des mots sur les cartes. Nous remarquons aussitôt l'absence de couleurs vives autour des mots sur les cartes, ce qui complique la lecture pour Howie. Cela prouve que le handicap visuel de Howie n'a pas été exploité durant la performance. Écartant la première théorie, nous allons donner plusieurs indices sur la réalisation des tours de magie. D'abord, non, la carte illisible montrée par David au juge diffère de celle affichée après que le juge ait retrouvé la capacité de lire. On remarque que les 2 cartes diffèrent par un petit détail en bas à gauche. On remarque aussi que le motif autour du mot diffère sur ces 2 cartes. En plus de notre remarque sur l'usage de cartes variées, on voit d'abord David montrer une carte dans sa main droite avec le nom de Howie. Cependant, dans sa main gauche, on peut voir les coins de 3 autres cartes, ce qui montre clairement qu'il y a plus de 3 cartes utilisées dans cette performance. Selon nos indices, David a doublé chaque mot sur les cartes, la vérité est donc dans celle-ci. Une autre chose que nous remarquons, c'est que lorsque nous zoomons sur les mots écrits sur les cartes, les mots ne semblent pas identiques de près par rapport à lorsqu'on les regarde de loin. En zoomant sur la carte du comédien, on dirait qu'il y est écrit « Conadim », le mot prononcé par Howie. On peut remarquer la même chose avec le mot germaphobe, qu'il a également mal prononcé. En zoomant sur la carte, des mots comme garapub apparaissent, la prononciation du juge. Si vous ne comprenez pas le tour ni sa science, nous allons vous l'expliquer clairement. Les images que David a utilisées sur les cartes sont appelées images hybrides. Par exemple, une image hybride évoquerait un gros plan d'Albert Einstein. Mais lorsque la même image est vue de loin, elle ressemble à Marilyn Monroe. Pour créer des images hybrides, l'image visible de loin doit être floue et servir de base. L'image floue est superposée au contour des éléments clés d'une autre image. Quand nous voyons l'image de près, nos yeux négligeons le flou et se concentrent sur ses contours. Mais lorsque la même image hybride est vue de loin, nos yeux ne peuvent pas voir le contour transparent car il se diffuse dans l'image floue. Finalement, nous voyons l'ensemble de l'image. De plus, David avait 6 cartes. 3 images hybrides et 3 images normales lisibles.
Les 3 premières images qu'il a montrées à Howie et au public étaient hybrides, rendant la compréhension difficile pour le juge. Elle a finalement montré les 3 dernières images au public et au juge qui a pu lire les mots car ce n'étaient pas des images hybrides. Pour effacer les preuves, David a vite déchiré les cartes après la performance. Prédiction d'Ekaterina psychique. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Cette performance commence avec la magicienne qui demande à Allison de partager la scène avec elle. Quand Allison arrive, l'illusionniste lui donne un ballon gonflé. Elle demande alors à l'animatrice de repenser à un objet d'enfance qui choisit un vélo à selle orné d'une licorne. Quand l'illusionniste éclate le ballon, un papier plié avec un trombone s'y trouve. Puis elle remet le papier à Allison et lui demande de le déplier doucement. Étonnamment, l'image représente une bicyclette. Comment a-t-elle fait son tour ? Voici l'explication. Après la fin du tour d'Ekaterina, Penn a dit « Nous allons évoquer ce que nous détestons dans la magie, notamment le travail de pré-spectacle interdit dans cette émission. » Le pré-spectacle consiste à rencontrer Allison en coulisses et discuter brièvement de sujets importants pour elle. Elle se crée une image nette à utiliser pendant l'émission pour dessiner le vélo. Ainsi, le public n'a pas droit à une scène de véritable émerveillement, mais il a ajouté que le magicien n'a pas fait cela. Selon Penn, aucun travail préparatoire n'a eu lieu avant le tour, car c'est interdit dans l'émission. Ensuite, il a dit « Car tu avais déjà la solution en poche, sans besoin de travail préparatoire. » Ekaterina demande à l'animateur de penser à un objet positif et facile à visualiser qu'elle aimait enfant et choisit un vélo. La magicienne veillait à poser des questions précises pour limiter les objets possibles. Ces 4 critères excluent de nombreux objets de notre enfance. Si nous réduisons ces objets à 4 objets que les gens de toutes les cultures peuvent visualiser, les yeux nous obtenons une voiture, une poupée, un ours en peluche et un vélo. En observant l'illusionniste sur scène, on voit une fente sur le côté de sa jupe, visible pour la caméra et le public. De plus, il y a une forte possibilité qu'il y ait une fente de l'autre côté de sa jupe. La magicienne avait un index dans sa poche. Un index est un ensemble de cartes, papiers ou objets utilisés par les magiciens dans des tours à issues multiples. Les multiples issues désignent quand la magicienne propose quelques options aux spectateurs pour qu'ils choisissent. Le nombre limité d'objets parmi lesquels le spectateur a la possibilité de choisir se trouvent tous à l'intérieur de cet index assorti. La magicienne doit juste glisser la main dans la poche de sa jupe où l'index est caché. Puis elle a sorti la sélection d'Allison. Nous savons maintenant que l'illusionniste avait dans sa poche 4 papiers pliés, chacun avec l'image d'un vélo, d'un ours en peluche, d'une poupée et d'une voiture. Après avoir éclaté le ballon, la magicienne a remplacé le papier plié par un autre de sa poche. Elle échange le papier avec le vélo dessiné dessus. Il s'avère que lorsqu'elle a demandé à Allison d'expliquer en quoi son objet choisi était personnel pour elle, elle a saisi cette opportunité. Elle en a profité pour fouiller son index et choisir le papier avec le dessin d'un vélo. Ensuite, elle le sort et le tient dans sa main droite. Elle a saisi la bombe de peinture et recourbé ses doigts pour dissimuler le papier. Puis, elle retire le couvercle en gardant le papier. Après avoir pulvérisé le ballon, l'acide de la bombe a percé le caoutchouc et l'a fait éclater. Seuls certains sprays contenant des acides comme mentionné peuvent y faire éclater un ballon. De plus, le papier plié et agrafé à l'intérieur du ballon n'avait aucun objet dessiné dessus, et il a été placé dans le ballon uniquement pour tromper le public. La magicienne avait déjà échangé le papier contre celui qu'elle a sorti de sa poche avant de le donner à Allison. Pour effectuer l'échange, la magicienne a placé la pince et le papier agrafé qui se trouvait à l'origine dans le ballon dans sa main. Elle a placé la pince au-dessus du papier dans sa main gauche repliée et caché le papier du vélo dans sa main droite. Faisant semblant de retirer le papier agrafé de sa paume gauche, elle place le papier du vélo de sa main droite dans son autre paume et le ressort. On aurait cru qu'elle avait enlevé le papier de la pince, mais ce n'était pas le cas. Le public n'a rien vu car le mouvement était caché dans sa paume fermée, bloquant la vue. De plus, ils ne se sont pas doutés du tour car le trombone est resté visible tout le temps au-dessus de sa paume, mais Penn et Teller n'ont pas été dupés. Le tour de lacet lié de dynamo. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Le magicien débute en demandant à un spectateur de défaire son lacet, puis défait les siens aussi. Il prend un ruban adhésif et relie ses lacets à ceux du spectateur.
Un instant plus tard, Dynamo enlève les extrémités scotchées des lacets, les laisse tomber par terre, puis il relie les lacets ensemble de façon magique. Puis il récupère les extrémités scotchées tombées et les rattache aux lacets. Puis il sépare ces lacets de ceux du spectateur. Eh bien, comment a-t-il réalisé son tour ? Voici le secret. Premièrement, les spectateurs ne sont pas des complices et ne sont pas au courant du tour. D'après notre observation, la partie supérieure du lacet droit du magicien est relativement fine par rapport à la partie inférieure. La forme du lacet est ainsi parce que Dynamo porte une gaine par-dessus son lacet droit. Cette gaine est un lacet découpé qui est placé juste au-dessus du lacet d'origine. La partie inférieure du lacet est donc plus épaisse que la supérieure. En scotchant les extrémités des lacets, nous avons vu que sa main gauche sortait du cadre. Il a ensuite saisi de la main gauche un faux lacet, réplique des extrémités jointes des lacets. Cette réplique ressemble à la partie coupée des deux extrémités, car ensuite il les relie. Ensuite, il attrape la gaine sur la partie inférieure de son lacet avec sa main gauche et la fait glisser juste au-dessus des extrémités scotchées des lacets. Une fois que les gaines recouvrent les extrémités scotchées, le magicien laisse tomber les lacets étruqués au sol. Ce mouvement semble avoir réuni les lacets et détaché les extrémités scotchées. De plus, les lacets n'étant pas vraiment attachés, l'illusionniste n'a pas laissé le spectateur donner un coup de pied ou retirer sa jambe. S'il avait fait cela, le tour aurait été révélé car les extrémités scotchées se seraient détachées l'une de l'autre à l'intérieur de la manche qui les recouvrait. Ensuite, il attire l'attention des spectateurs et ramasse les faux lacets du sol. Il le cache dans sa paume droite et baisse la manche sur son lacet avec la main gauche. Il tire sur les manches et pose sa main droite au-dessus des extrémités scotchées des lacets. Cela donne l'impression qu'il a magiquement relié les extrémités coupées des lacets. Après avoir enlevé le scotch des lacets, on voit que son poing droit est fermé car il cache les fausses extrémités des lacets. Cependant, sa paume gauche est ouverte et il s'assure de sortir du champ de la caméra pour se débarrasser des fausses extrémités des lacets dans sa poche.